divertissements à la caserne étaient les seuls fruits de nos imaginations. L'isolement de ce complexe fédéral situé en pleine campagne nous limitait beaucoup quant à nos sorties. Le seul contact avec la vie civile était le café-restaurant L'Écureuil, situé juste en face de la caserne, de l'autre côté de la route. Une chanteuse, accompagnée de 3 musiciens, y animait des soirées. Mis à part un jeu de quilles, comme nous étions dans le canton de Fribourg, des machines à sous faisaient aussi la ruine des militaires et la joie de leurs propriétaires. C'est donc à l'Écureuil que la plus grande partie des recrues de la caserne passaient leur soirée. Ma passion pour les arts martiaux était toujours aussi intense. Les soirs où je n'allais pas m'entraîner avec mon vélo, je me rendais dans une petite forêt voisine de la caserne avec mon nunchaku pour parfaire la maîtrise de mon arme. Un jour, un copain d'une autre section ayant remarqué que je pratiquais l'art du nunchaku me posait des questions quant à mes connaissances en la matière et où je l'avais appris. Par la suite, il m'avouait lui-même pratiquer le karaté depuis quelques années déjà. Comme il était le premier karatéka que je rencontrais et comme il voyait que son art me passionnait, il me proposa de m'enseigner quelques notions de base. Inutile de dire que j'étais au comble du bonheur. Un soir, où je parlais cyclisme avec mon voisin de lit, Bertrand Moutet, nous fûmes interrompus dans nos échanges verbaux par le dénommé Gilbert Fallet. Avec un nom comme le sien, il fallait un peu s'y attendre. À la fois jaloux de notre complicité et avide de se faire remarquer en tant que leader, il fallait que Fallet nous provoque afin de prouver sa supériorité. Comme nous n'accordions aucune importance à ces provocations verbales, il s'approcha de Moutet, monta sur son lit des 2 pieds, le coinça sous les couvertures et se mit à sauter comme il l'aurait fait sur un trampoline. Après cela, il sauta sur le plancher et renversa le tout. Satisfait de lui, il voulut faire de même avec moi. Bien que Fallet m'impressionnait de par sa taille et son poids, il ignorait cependant que le jeune homme calme et pacifique que j'étais renfermait aussi un tigre à l'intérieur de lui-même. Bloqué sous les couvertures, pendant qu'il faisait son cinéma, mon taux d'adrénaline était tel que je n'aurais pas voulu être à sa place au moment où j'allais parvenir à me libérer. À peine arrivé au sol, après qu'il eut renversé mon lit, à la vitesse de l'éclair, j'étais à nouveau debout sur mes jambes. Il avait joué avec le feu, il allait maintenant devoir encaisser le retour de flamme, ou autrement dit, la rage du tigre. Pour rattraper le gorille, qui dès lors me craignait, je lui donnai la chasse en sautant d'un lit à l'autre. Arrivé au bout de la rangée des 11 lits, nous étions au poste de combat. De tout temps, je n'ai jamais aimé me battre, même en jouant. Aussi, les rares fois de ma vie où je fus contraint de me défendre, je faisais en sorte pour que celui qui m'avait attaqué n'ait plus jamais envie de recommencer. La position d'attaque que Rolf m'avait enseignée quelques jours auparavant me revint à l'esprit. C'était pour moi l'occasion rêvée de pouvoir mettre en pratique les récentes notions de karaté que je venais d'apprendre. Le genou gauche légèrement fléchi, la jambe droite tendue vers l'arrière, le bras droit replié sur lui-même et le gauche tendu vers mon agresseur, je portais mon attaque. Avec une rotation du buste vers la gauche, mon bras droit se tendit à la vitesse du percuteur d'une mitrailleuse et mon poing termina sa course dans l'estomac de Fallet. Alors que mon agresseur se repliait sur lui-même, je l'empoignai par la taille et malgré ses 100 kilos, après l'avoir soulevé pour lui faire perdre pied, je le projetai au sol. Ma fureur n'étant pas encore assouvie, je lui assénai encore un méchant coup de talon dans les côtes, suffisamment pour lui faire mal, mais n'allant quand même pas jusqu'à lui briser une côte. « Hé, mais t'es complètement malade, ça va pas la tête ?» « Ça, je sais pas si ta tête va bien, mais quand tu parles avec quelqu'un,
je vais pas te pousser dans le dos pour te faire tomber. Alors, la prochaine fois, petite tête, tu me fous la paix, t'as compris? Et puis tu iras jouer les gros bras avec les autres. Peut-être qu'ils aimeront ça. Moi pas. Il faut croire que mes arguments furent persuasifs, car à partir de cet événement, je n'eus plus jamais l'occasion de devoir faire comprendre à Gilbert Fallet que les chicanes de gamin, c'était pas mon fort. Au contraire, je lui avais pardonné, et un certain esprit de camaraderie allait s'établir entre nous. Certains soirs, nous allâmes même jusqu'à aller nous entraîner à vélo ensemble. Lorsque l'on entre dans l'armée, on porte le nom de conscrit. Quand on a commencé sa formation militaire, on est devenu recrue. Mais dans le fond, tout ça, c'est des titres et des noms pour le moins insignifiants. Par contre, le jour où l'armée vous considère comme un militaire de l'armée suisse à part entière, ce jour-là, on vous donne un vrai titre, un vrai nom. Dans les troupes mécanisées légères, pour avoir droit au nom de cycliste, il était nécessaire de passer un test d'endurance sur nos machines. Et cela sur une distance de 150 km. En d'autres termes, il nous était nécessaire de parcourir la même distance que lors du Tour du Nord-Ouest, mais cette fois-ci avec un vélo et un équipement 8 à 10 fois plus lourd. Pour ma part, j'étais bien à l'aise avec cela. Après environ 2 ou 3 mois d'entraînement, ma tenue d'assaut complète était devenue un habit comme les autres. Seul le masque à gaz situé dans l'une des poches latérales arrière me dérangeait de par son volume et son ballottement, et cela souvent lorsque je montais en danseuse, debout sur mes pédales. Ce jour-là, ce test pour un coureur cycliste, même débutant, n'avait rien d'inquiétant. Mais tout de même, l'effort était à considérer et il était nécessaire pour un entraînement ordinaire de longue distance de prendre ses précautions. 150 km à machine à travers les monts et vallées du plateau fribourgeois, c'était le prix à payer pour que le soir même, nous puissions recevoir nos patelettes d'incorporation et le grade de cycliste, même s'il n'en était pas un. Au moment de notre repas du matin, en plus de notre déjeuner à la cantine, nous allions recevoir un contenant en plastique. En suivant le comptoir, de grands cartons étaient disposés avec des différents aliments. On pouvait y trouver des pommes, des biscuits, du fromage et du pain. Cela en vue de notre ravitaillement durant la journée. Beaucoup passaient devant ces cartons en leur jetant des regards dédaigneux, ayant l'air de dire « Ouais hein vous pouvez la garder, votre marchandise. Faudrait vraiment être affamé et ne plus savoir quoi manger pour avaler ça. » J'avais déjà 4 ans d'expérience dans le domaine des fringales. Ces fringales qui, tout d'un coup, sans prévenir, s'emparent de vous et ne vous lâchent plus jusqu'à l'épuisement total. J'avais payé le prix pour apprendre. Mais, comme je ne voulais surtout pas priver les copains, qui souvent s'étaient moqués de moi de faire leurs propres expériences, je préférais me taire et laisser faire. Je remplissais donc mon sac et ma gourde, déjeunais copieusement, et quelques instants plus tard, me trouvais en formation aligné dans le groupe du caporal Pérou. Lorsque toute la compagnie fut rassemblée sur la place 3000, ce fut l'heure du départ. « Annoncez le prêt. Groupe Pérou, prêt. Attention, pour monter en selle, tête, marche !» C'était toujours avec cette même phrase que nous montions sur nos machines et quittions la caserne. L'opération Tour du lac de Morat était lancée. Il devait être environ 7 heures lorsque nous quittâmes la caserne de Drognance. À midi, la compagnie s'arrêta pour manger proche du village de Salavo, entre le lac de Neuchâtel et celui de Morat. Ce repas chaud nous fut servi par les cuisiniers de la caserne, qui nous attendaient sur le parcours. Après dîner, nous prîmes la route du retour. Pour augmenter le degré de difficulté du parcours, l'officier en charge de cet exercice nous fit prendre la direction de Fribourg. De ce fait, les dénivellations
allait devenir de plus en plus fréquente. Si à travers le monde, les guerres et l'argent divisent les hommes, au contraire, les souffrances, autant morales que physiques, elles, sont de bonnes raisons pour fraterniser et s'unir. Pour les sportifs, le dur apprentissage de la vie de chaque jour à l'armée est également une excellente raison pour développer l'esprit de camaraderie. Notre compagnie était composée de 3 sections, les mitrailleurs, les UG, ou grenades à fusil, et les tubes-roquettes. Au sein de la section mitrailleurs, la marginalité ne cessait de provoquer des réactions d'un autre leader du groupe dont faisait partie Fallet, un dénommé Marc Roulet, qui habitait les Tuileries de Granson, à quelques kilomètres à peine d'Yverdon. Ce passionné de moto à grosse cylindrée avait fait tout son possible pour être engagé dans les troupes motorisées. Pour des raisons que je ne connais pas, et sans doute pour ne pas trop le décevoir, l'armée avait donc décidé de combler en partie son vœu en lui offrant un 2 roues dans le bataillon cycliste. Roulet avait l'esprit moqueur et ne manquait jamais une occasion de m'envoyer des flèches, chaque fois qu'il le pouvait. Mais en cette deuxième partie de journée, Roulet n'avait vraiment pas l'esprit à se moquer d'autrui ce jour-là. L'intensité de l'effort lui faisait ravaler sa salive et garder ses énergies pour parvenir à suivre le rythme de la compagnie. Si j'étais méchant ou sadique, je pourrais dire qu'il faisait plaisir à voir, mais je le dirais pas. Ce jour-là, Roulet fermait sa gueule, il serrait les dents. Avec une volonté admirable, il appuyait sur ses pédales pour rester dans la formation. Entre Avry et Cotin, son visage était devenu écarlate, défiguré par l'effort. Cet individu que je considérais jusque-là comme un arrogant, prétentieux, se montrait soudain sous un autre jour. La volonté dont il faisait preuve le faisait remonter dans mon estime. Après plusieurs heures de sa lutte infernale, il était arrivé à bout de force. Voyant que malgré sa volonté, son corps refusait de lui obéir, il se mit à pleurer comme un enfant. C'est alors qu'un remords, mêlé d'admiration, me vint à l'esprit. T'es petit, Roulet, t'es gonflé, moqueur et orgueilleux. Mais il y a une chose qu'il faut te laisser. Tu sais te faire mal, et t'as de la fierté. Tu mérites pas vraiment que je te laisse tomber. Était-ce de la pitié, de la naïveté, ou simplement un esprit de camaraderie? Je ne le saurais sans doute jamais. Mais je me mis à le pousser. Dans chaque côte, chaque faux plat, où, à un moment donné, il était distancé, je le poussais pour lui faire réintégrer son groupe. Bien des années plus tard, j'allais découvrir sur un livre de pensée chinoise une phrase de Hu Tse, un philosophe. « Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir pour vainqueur. » Il est vrai que pour moi, ça aurait été le moment rêvé, le moment idéal de lui faire payer ses moqueries, en le ridiculisant et en l'abaissant à mon tour, comme je l'avais fait avec Ardin. Mais à quoi bon? Pour une vengeance de quelques instants, je me serais fait un ennemi pour longtemps. Il n'est point de plus grande jouissance que d'avoir en main la bonne massue, mais de ne pas s'en servir. J'avais déjà su montrer aux copains que je savais être un bon perdant en ne réagissant pas lorsqu'ils m'envoyaient des allusions blessantes à mon égard. Je leur démontrais maintenant que je savais être aussi un bon gagnant en restant simplement moi-même, Éric Burdet, un sportif qui sait ne pas se prendre pour un vainqueur. Parvenu à la caserne avec le reste de la compagnie, Roulet n'avait même plus la force de parler. Alors que nous nous rassemblions sur la place 3000, à la fin de cet exercice, une main m'accrochait par le bras. « Merci, Boubou, t'es sympa. Ce soir, après l'appel, je te paye un verre à l'écureuil. »« Oh, t'es gentil, mais ce soir, après l'appel, moi je vais me pieuter. Parce qu'il faut pas croire, je suis pas un surhomme. J'ai peut-être l'air frais comme ça,
Moi aussi, j'en ai ma claque. Après une bonne nuit de sommeil, je serai capable de remettre ça demain et de recommencer une journée comme aujourd'hui. Mais il me faut une bonne nuit de sommeil. C'est ça rouler la discipline du sportif. Et je te conseillerais aussi d'en faire autant. Non, allez, on se mettra pas de nuit, mais ça me ferait plaisir de te payer un verre. À partir de ce jour-là, au duo Fallet-Burdet s'ajoutait maintenant un troisième homme, Roulet. Durant le mois de mars, nous allâmes au barrage de Longrin pour faire nos premiers tirs en montagne avec des munitions de guerre. Pour gagner les Préalpes, nous fûmes transportés par camion. Les seuls souvenirs de cette journée, c'est d'avoir souffert du froid assis sur un pont de camion à ciel ouvert. Mon deuxième souvenir, c'est d'avoir eu vraiment faim ce jour-là. Ça, je ne l'oublierai jamais. Après avoir passé 2 heures sur des ponts de camion, 8 heures à marcher dans la neige jusqu'au sommet de la montagne, nous avions eu pour dîner un paquet de biscuits militaires, un tube de pâté de foie gras et de la tisane de cynorhodon, une boisson imbuvable. Il semblerait que la cuisine de campagne, les cuisiniers de la caserne, étaient dans l'impossibilité de se rendre jusqu'au barrage pour nous apporter à dîner. Était-ce vrai? Je n'en ai jamais rien su. Mais je ne regrette pas cependant cette expérience. Ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses. C'était toute une leçon pour moi. Je n'ai eu faim qu'un seul jour dans ma vie. C'était cette journée-là. Et je ne l'oublierai jamais. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación.